Are you afraid? Lanterns voit son premier épisode se conclure par un rebondissement saisissant qui bouleverse totalement la donne pour les épisodes suivants. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. On peut dire sans se tromper que la première saison de cette série revêt une importance capitale. Il s'agit de l'un des premiers éléments clés du DCU de James Gunn et Peter Safran, qui n'est pas directement piloté par Gunn. Nous en avons vu assez pour savoir que Gunn maîtrise parfaitement la franchise DC. Créatures Commando, Superman et Peacemaker ont tous été réussis. Mais ce nouvel univers cinématographique peut-il prospérer lorsqu'il en confie les rênes à d'autres créateurs? Le cas Supergirl a certainement soulevé des interrogations à ce sujet, jetant le doute sur les grandes déclarations de Gunn, selon lesquelles des scénarios solides et des versions artistiques claires seraient le moteur de cette nouvelle ère. Le DCU a besoin d'un succès à l'heure actuelle, et je suis ravi de constater que cette série est prête à relever le défi dès son premier épisode. On ne va pas se mentir, il a été difficile de savoir exactement quoi penser de cette série. Pour une franchise aussi fondamentalement axée sur le fantastique, l'idée de se concentrer sur une enquête pour meurtre se déroulant sur Terre, tout en reléguant au second plan les éléments propres au Green Lantern, n'emportait pas nécessairement l'adhésion de tous les fans. La bande-annonce initiale de la série n'a guère contribué à apaiser les craintes de ceux que ce parti pris inquiétait. De plus, le co-créateur Damon Lindelof a commis quelques maladresses dans ses déclarations, au point qu'une figure aussi incontournable de l'univers DC que Grant Morrison a jugé nécessaire de répliquer. En somme, DC et Warner ne se sont pas facilité la tâche avec la campagne promotionnelle de la série, mais c'est finalement le résultat concret qui compte. Oui, cette série correspond exactement à ce que laissaient présager les bandes annonces et les premiers aperçus. C'est autant une enquête pour meurtre dans la veine de True Detective ou Slow Horses qu'un drame de super-héros. La série compte d'ailleurs dans son équipe créative des vétérans de ces deux séries. Elle ne plaira pas forcément aux spectateurs qui espèrent voir le versant cosmique de la mythologie Green Lantern pleinement mis en valeur. On ne voit pas Hal Jordan enfiler son costume. Et vu à quel point cette version en live action est laide et maladroite, c'est sans doute une bonne chose. La série est visuellement réussie, mais davantage grâce à une esthétique sobre et ancrée dans le réel, façon True Detective, que par des effets spéciaux pharaoniques. En somme, les puristes de Green Lantern en quête d'un spectacle cosmique pur jus, fidèle aux comics et riche en démonstrations de pouvoir, risquent d'être déçus par cette série. Toutefois, pour ceux qui sont prêts à mettre de côté leurs idées reçues et à accepter cette série pour ce qu'elle est, cet étrange mélange d'aventures super-héroïques et d'enquêtes policières terrestres fonctionne étonnamment bien. Cela tient en grande partie à l'alchimie entre Hal et sa recrue John Stewart. Si Hal n'a jamais été dépeint comme le membre le plus aimable ou le plus équilibré de la Justice League dans les diverses œuvres d'ici, il se montre ici carrément hostile et distant envers son jeune protégé. Si le premier épisode pose les bases d'une enquête urgente dans la petite ville isolée de Rushville, il met surtout en évidence le conflit qui oppose Hal et John. L'un est un vétéran chevronné et arrogant, persuadé que ses supérieurs de la police spatiale cherchent à le remplacer. L'autre est un ancien marine qui convoite ardemment l'anneau, mais qui a peu de patience pour les manigances. Dire que les deux hommes se heurtent violemment dès le premier épisode est un euphémisme. La série repose largement sur cette dynamique centrale. Il était donc crucial de trouver les acteurs adéquats pour ces rôles. C'est un domaine où la série réussit haut la main. Les deux acteurs livrent une interprétation impeccable de ces personnages emblématiques. Kyle Chandler n'est sans doute pas le premier nom qui vient à l'esprit lorsqu'on imagine l'acteur idéal pour incarner Hal Jordan. Il ne semblait d'ailleurs même pas être le premier choix de DC pour ce rôle. Si la série avait visé une approche plus traditionnelle et axée sur la jeunesse du personnage, Chandler aurait manifestement été un mauvais choix. Mais ce n'est pas l'objectif ici. Nous avons affaire à un Hal qui opère au sein de l'univers DC depuis des décennies et qui ressent véritablement le poids de ses années. Chandler saisit avec brio ce mélange unique d'exaspération, de paranoïa et d'une confiance en soi inébranlable, voire excessive, qui caractérise le Hal Jordan de DC. La dernière chose dont il a envie, c'est de former celui qui cherche à lui ravir sa place, et il le fait clairement comprendre à John à chacune de leurs interactions. Quant à John, Iron Pierre apporte à l'écran un charisme calme et pragmatique qui contraste agréablement avec la bravade fougueuse de Hal. John est réservé, posé et stoïque, autant de qualités qui, entre de mauvaises mains, auraient pu donner lieu à un rôle très ennuyeux. Heureusement, Pierre parvient à insuffler suffisamment de nuances subtiles pour que son personnage ne paraisse jamais terne ou sous-développé. Il est réservé, mais il brûle intérieurement de désir. On perçoit à quel point il convoite cette bague, quitte à devoir supporter le flot incessant d'absurdité de son supérieur. Il est également appréciable de voir le premier épisode aborder quelque peu les sous-entendus ratios inhérents à cette dynamique rappelant le film Training Day. Dans une scène
John, bouillonnant intérieurement, appelle son père pour lui demander conseil. Ce dernier lui rappelle que les hommes blancs comme Hal Jordan jouissent du privilège de pouvoir se montrer excentriques et difficiles. Il en va tout autrement pour un homme noir cherchant à prouver qu'il est digne d'intégrer le corps de maintien de l'ordre le plus exclusif de l'univers. À ce stade précoce, il ne sent pas que la série sera imprégnée des tensions raciales de l'Amérique moderne au même titre que la précédente série d'ici de Lindelof, mais il reste gratifiant de voir cet aspect pris en compte. Surtout si l'on considère le rôle clé par Jon Stewart dans la diversification initiale de l'univers des comics d'ici il y a plusieurs décennies. Concernant le père de Jon Stewart, le premier épisode laisse entrevoir une dynamique très intrigante qui sera assurément approfondie par la suite. Il est courant, dans les œuvres de super-héros, de dépeindre les protagonistes comme des orphelins en quête d'une figure paternelle disparue, un élément d'ailleurs déjà présent dans les origines de Hal. Toutefois, la série cherche manifestement à proposer une approche bien différente en ce qui concerne l'histoire familiale de Jon, en y ajoutant des nuances et des détails inédits qui ne sont pas nécessairement tirés des comics. Cela nous rappelle utilement que, si la série ne craint pas de modifier ce qui se passe dans les comics, parfois de manière significative, ces changements visent bien plus que la simple adaptation technique de Green Lantern au format télévisuel. Une fois la dynamique entre Hal et Jon bien établie, le premier épisode s'attelle à poser les bases de l'intrigue policière qui semble devoir alimenter le conflit de la première saison. Pour être franc, ce mystère n'est pas la raison principale pour laquelle on regarde la série, du moins à ce stade précoce. Il remplit son rôle en faisant avancer l'histoire, mais l'enjeu reste pour l'instant assez limité. Il s'agit essentiellement de la lutte acharnée que mène Hal pour convaincre son entourage, Jon y compris, que les cadavres qui sont sous ses yeux ont un lien avec une origine extraterrestre. Là encore, ce sont les différents personnages et leurs confrontations qui font tout l'intérêt de la série. Au début de l'épisode, les téléspectateurs font la connaissance d'un autre personnage majeur, Kerry. C'est une shérif au tempérament bien trempé, chargée de maintenir l'ordre dans la ville autrefois paisible de Rushville. Si la relation glaciale entre Chandler et Pierre porte le premier épisode, les échanges tout aussi tendus entre Hal et la shérif offrent également leur lot de moments savoureux. On y retrouve les inévitables querelles de compétences et les tentatives de séduction unilatérale auxquelles on pouvait s'attendre. Kerry s'impose rapidement comme un personnage très amusant et attachant, constituant un contrepoint à Hal tout aussi efficace que les Jon. Parmi les autres acteurs marquants introduits dans le premier épisode, citons Garrett Dilla Hunt dans le rôle de William, cowboy local et mania des ranchs, et Purna Jaganathan dans celui de Zoé, une autre habitante de Rushville. William remplit parfaitement son rôle d'antagoniste à la fois charmant et discrètement inquiétant, au lien trouble avec l'affaire de meurtre qui secoue la ville. De son côté, Zoé noue rapidement une relation étroite avec Jon, ce qui permet à la série d'explorer des facettes du personnage inaccessibles à travers la seule interaction avec Hal. Rushville est une petite ville peuplée de personnalités intéressantes, offrant un vaste potentiel de développement pour les 7 épisodes à venir. Là encore, l'intrigue policière remplit son rôle de moteur narratif, mais ce sont les personnages qui brillent davantage que l'enquête elle-même dans ce premier épisode. Il convient toutefois de noter que le pilote garde une révélation majeure en réserve jusqu'aux derniers instants. Ce rebondissement promet d'être tout aussi controversé que les autres éléments marquants de ce chapitre inaugural. Mais pour ce qui est de surprendre les spectateurs et de laisser entrevoir une envergure plus vaste et plus ambitieuse pour la série, il fait mouche. Si la perspective de voir des Green Lantern en civil se chamailler bruyamment tout en côtoyant des cow-boys ne suffit pas à vous séduire, ce retournement de situation pourrait bien faire pencher la balance. La fin de l'épisode concerne le sort du premier Green Lantern de la Terre. Jon Stewart est rappelé à Rushville par la shérif Kerry pour finalement découvrir Hal, mort, assis sous la neige dans les gradins du stade où ils avaient enquêté pour la première fois sur les meurtres de Rushville, 10 ans plus tôt. L'intrigue, située en 2026, est à peine effleurée dans le premier épisode, ne laissant aucun indice concret sur les circonstances de la mort de Hal. Un élément qui deviendra sans aucun doute l'un des fils conducteurs de la série d'ici. Jon fait toutefois une découverte majeure en remarquant que Hal n'a plus son anneau. Deux scénarios sont donc envisageables. Soit quelqu'un a tué Hal Jordan et s'est emparé de son anneau de Green Lantern, soit Hal ne le portait pas pour une raison quelconque et a fini par être assassiné sans avoir la possibilité de se défendre. Concernant la première hypothèse, les bandes annonces de la série ont confirmé que Sinestro est emprisonné. Il est donc possible que ce soit lui qui ait tué Hal et pris son anneau, étant donné qu'il n'en possède pas lui-même et qu'il pourrait nourrir de la rancœur envers son ancien protégé. Cependant, il semble que Hal soit mort d'une balle dans la tête, ce qui écarte cette possibilité. Le premier épisode a montré comment Hal a réussi à débusquer un complot extraterrestre à Rushville. En effet, l'extraterrestre qui s'est fait exploser a révélé qu'il était venu pour se venger et déclencher une guerre.
Les événements survenus dans la chronologie de 2016 pourraient conduire un personnage extraterrestre à assassiner Hal Jordan 10 ans plus tard. Enfin, concernant la brève séquence se déroulant en 2026, il convient de noter que Jon Stewart arbore l'emblématique bouc du personnage, tel qu'on le voyait dans la série animée La Ligue des Justiciers, Nouvelle Génération et d'autres projets. Que faut-il en déduire? Après tout, ce premier épisode livre une grande quantité d'informations sur la série et le DCU en général. Cette fin choc peut donc sembler quelque peu déroutante aux premiers abords. En effet, la mort de Jordan soulève plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi Stewart n'est-il pas un lanterne en 2026? Bien qu'il garde les mains dans les poches durant la majeure partie de la scène, on aperçoit brièvement ses deux mains et aucune ne porte d'anneau de pouvoir. Grâce au film Superman qui se déroule en 2025 et met en scène un autre lanterne, Guy Gardner, nous savons qu'au moins un Green Lantern est présent sur Terre en 2026. Alors, pourquoi Stewart n'en fait-il pas partie? Sa formation de 2016 a-t-elle échoué? Cela nous amène à la question la plus importante, qui a tué Jordan et qui lui a pris son anneau? Sans parler du lieu où le corps de Jordan a été retrouvé, Rushville est aussi l'endroit où Jordan a été choisi pour devenir un lanterne. La ville revêt donc une importance capitale. Comme le dit l'intéressé lui-même lors de sa discussion avec Stewart dans un bar, mon instinct m'a toujours dit que ce crash n'était pas un accident. S'il me dit qu'une tempête de merde approche, je m'assure d'avoir quelqu'un aux aguets pour me prévenir quand elle va débouler. Et bien maintenant que le corps de Jordan a été retrouvé dans cette même zone, il semblerait qu'une tempête de merde soit effectivement en route. William est présenté comme une figure puissante de Rushville. Le personnage apparaît comme un homme riche exerçant une influence sur les affaires de la ville, bien qu'il semble agir pour le compte d'une mystérieuse personnalité. De plus, il sait que John a une liaison avec sa femme, un fait dont Hal se moque devant un Stewart stupéfait lorsqu'il se retrouve en tête-à-tête. Avant la sortie de la série, plusieurs théories avaient vu le jour quant à la véritable identité de William. La plus répandue suggérait que Dilla Hunt incarnerait secrètement l'un des grands ennemis des Green Lantern, Black Hand. Dans les comics d'ici, le véritable nom de ce super vilain est William Hand. Il partage donc le même prénom que le personnage de Dilla Hunt. Black Hand est le chef du Black Lantern Corps et l'instigateur de l'événement emblématique Blackest Night, qui s'est soldé par la résurrection de nombreux héros. À ce titre, William est un personnage à surveiller de près dans la série, maintenant que Hal Jordan est mort en 2026. 4 époques principales méritent l'attention dans le premier épisode. La nouvelle série de HBO révèle que Hal Jordan a fait ses débuts en tant que Green Lantern en 1986, lorsqu'il a stoppé une météorite. Puis, en 1996, on découvre Jon Stewart enfant en train de regarder Green Lantern à la télévision, lors d'une interview, expliquant qu'il est en réalité Hal Jordan, un pilote d'essai. C'est à ce moment que la série dévoile l'existence de vives tensions entre Jon et ses frères au sujet de leur père, ces derniers craignant sa réaction s'il les voyait regarder Hal à la télévision. À son arrivée, le père de Jon tire sur une pomme posée sur la tête de ce dernier, les marques sur le mur derrière lui suggèrent que l'exercice a été pratiqué à maintes reprises par le passé. En 2016, Hal et Jon enquêtent sur une fusillade de masse à Rushville et sur ses liens avec des extraterrestres. À ce stade, le vétéran Green Lantern forme Jon depuis 2 mois. La dernière chronologie explorée dans le premier épisode pourrait bien être la plus importante pour l'avenir du DCU. La plupart des événements majeurs des projets du DCU à ce jour, notamment Créature Commando, Superman, la saison 2 de Peacemaker et Supergirl, se déroulent entre 2022 et 2026. Le fait que Hal Jordan soit un super-héros depuis 1986 et que la Terre est tout après son sujet dès 1996 explique pourquoi le film Superman de Gunn dépeint un monde foisonnant de super-héros dont la présence ne surprend plus les citoyens. Cela explique également comment Amanda Waller a pu constituer sans difficulté une équipe de monstres pour Créature Commando. Les extraterrestres malveillants et les Green Lanterns, les protecteurs de la Terre face à ces menaces, sont présents depuis des décennies. Dans la chronologie de 2016 de la série, Hal confirme à Jon qu'il est le seul Green Lantern humain. Cela signifie que Jon, qui s'entraîne pour succéder à Hal, précède également le Guy Gardner incarné par Fillon au sein du DCU. Ce dernier est devenu Green Lantern à un moment donné entre 2016 et 2025. Toutefois, Hal Jordan meurt en 2026 et Jon Stewart ne semble pas être un Green Lantern. Cet événement survient après ceux du film Superman. Guy Gardner est donc déjà Green Lantern au moment de la mort de Hal, ce qui pourrait expliquer son intégration à l'intrigue de Lanterns. Très bon début pour cette série, j'ai hâte de voir les nouveaux épisodes et surtout j'ai hâte de voir qui est le salaud qui a tué Hal Jordan. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes théories? Surtout, s'il y a une guerre, ça veut dire qu'il y a 2 factions. Faudrait savoir quelles sont les 2 factions, ça serait intéressant de savoir. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.